Le son de la gifle résonna dans le théâtre vide. Un silence assourdissant. Ce coup n'avait pas seulement atteint son visage, mais son âme. Quelque chose s'était brisé pour toujours. Sa vie, à partir de cet instant, ne serait plus jamais la même. Sur scène, sous les lumières crues, elle sentit le goût amer de l'humiliation, tandis que le monde entier semblait regarder. Isabelle sentit le sol froid sous ses genoux, l'odeur de bois ancien et de poussière imprégnée dans ses narines. Ce n'était pas la première fois qu'elle s'agenouillait sur cette scène, mais c'était la première fois qu'elle le faisait l'âme en lambeaux, exposée à un public qui ne voyait en elle rien d'autre qu'une tâche. Ses doigts, autrefois agiles et pleins de vie, tenaient maintenant un chiffon humide, nettoyant l'éclat du piano à queue qu'elle n'oserait jamais toucher. 15 ans. 15 ans depuis que la musique s'était tue dans sa vie, remplacée par l'écho monotone de la routine, par le bourdonnement des aspirateurs et l'odeur de désinfectants. Elle était l'ombre qui se déplaçait avant l'aube, la silhouette invisible qui préparait la scène pour les vrais artistes, ceux qui avaient le droit de briller. Le théâtre municipal de Nantes était son monde, son refuge et sa prison. Chaque note qui résonnait dans les couloirs, chaque répétition qu'elle entendait de loin, était un coup de poignard silencieux, un rappel constant de ce qu'elle avait perdu, de ce qu'elle avait abandonné. Isabelle, la femme de ménage, n'était qu'une coquille de l'Isabelle qui avait un jour rêvé d'être pianiste. Ses yeux, autrefois remplis d'une passion ardente pour l'art, portaient maintenant la mélancolie de celle qui avait enterré un rêve vivant. Elle se voyait comme un meuble, faisant partie du décor, sans voix, sans nom, sans importance. La résignation était son manteau, lourd et suffocant, mais familier. Elle avait appris à accepter son destin, à croire que sa place était dans les coulisses, nettoyant les vestiges de la gloire des autres. La douleur de la perte de son père, qui avait été son plus grand soutien, était encore une blessure ouverte, et la promesse de ne plus jamais toucher un piano, faite dans un moment de désespoir et de culpabilité, était une chaîne invisible qui la liait à cette vie d'invisibilité. Ce jour-là, la scène était préparée pour la représentation de Raphaël, le pianiste prodige, la nouvelle sensation de la musique classique. Sa renommée le précédait, et avec elle, une arrogance qui semblait remplir chaque recoin du théâtre. Isabelle observait de loin, ses mouvements mécaniques tandis qu'elle polissait les chaises du premier rang. L'éclat du piano à queue, un Steinway rutilant, semblait se moquer d'elle, reflétant l'image déformée d'une femme qui avait oublié qui elle était. Elle sentait un nœud dans la gorge, un mélange d'envie et d'une tristesse profonde qui l'accompagnait comme une ombre. La musique était sa passion, son âme, et la voir si proche, si intouchable, était une torture quotidienne. À chaque accord que Raphaël répétait, Isabelle sentait un tremblement, une mémoire musculaire dans ses propres doigts, qui aspirait à jouer, à sentir la vibration des touches, à exprimer la mélodie qui vivait encore dans son cœur, emprisonnée. La répétition de Raphaël était un spectacle de virtuosité technique, mais Isabelle, avec sa sensibilité aiguisée, percevait la froideur, le manque d'âme dans chaque note. Il jouait pour impressionner, pas pour émouvoir. Elle se recroquevilla encore plus, souhaitant être complètement invisible, tandis que Raphaël, avec un sourire présomptueux, terminait sa pièce. L'équipe technique applaudissait, les directeurs louaient, et Isabelle se sentait encore plus petite, un grain de poussière dans cet univers d'étoiles. C'est alors que la voix de Raphaël, perçante et pleine de mépris, résonna dans le théâtre vide. Qui a laissé cette femme ici? Elle salit la scène avec ce ballet. Ne voit-elle pas que je répète? Isabelle se figea, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait pas remarqué que son ballet avait heurté l'un des pieds de micro. Le visage de Raphaël se tordit dans une expression de dégoût. Sortez d'ici, bonne à rien. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Votre place n'est pas près de l'art. Les mots de Raphaël frappèrent Isabelle comme un fouet, déchirant la fine couche de résignation qui la protégeait. Elle sentit le rouge lui monter au visage, la honte brûlant ses joues. Les regards de l'équipe, auparavant indifférents, se fixaient maintenant sur elle, certains avec pitié, d'autres avec un amusement cruel. Elle tenta de s'excuser, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Raphaël, non satisfait, continua. « Vous savez ce qu'est l'art? Vous savez ce qu'est la musique? Bien sûr que non. Votre travail est de nettoyer la saleté, pas de comprendre la beauté. » Il s'approcha du piano, frappant les touches avec force, produisant un son dissonant. C'est ça la musique, ignorante. Quelque chose que vous ne comprendrez jamais.
Isabelle sentit une douleur aiguë dans la poitrine, un mélange de colère et d'humiliation qui la fit trembler. Elle était une femme de ménage, oui, mais la musique coulait dans ses veines, faisait partie de son essence. Être traitée d'ignorante par quelqu'un qui jouait sans âme était une insulte insupportable. L'humiliation ne s'arrêta pas là. Raphaël, dans un accès de cruauté, la désigna du doigt. « Venez ici, femme de ménage. Puisque vous aimez tant être sur scène, venez nous divertir. Jouez-nous quelque chose. » Il rit, et l'équipe, gênée, rit avec lui. Isabelle sentit son sang se glacer. Jouer, elle? Après tant d'années, avec les doigts rouillés et l'âme en morceaux? C'était une torture, une moquerie cruelle. Je ne sais pas jouer, murmura-t-elle, la voix presque inaudible. Raphaël la tira par le bras, l'entraînant au centre de la scène, devant le piano. Ne soyez pas modeste. Une femme de ménage qui ose toucher un piano à queue. Ce sera hilarant. Il la força à s'asseoir sur le tabouret, ses doigts tremblants planant au-dessus des touches. Le public imaginaire de son passé, les applaudissements de son père, tout se mêlait au sarcasme présent. La honte était un lourd manteau, et les larmes, tenaces, menaçaient de couler. Elle sentit la douleur de son rêve abandonné, la promesse brisée, la culpabilité qui la hantait. À ce moment-là, Isabelle n'était pas seulement une femme de ménage humiliée. Elle était la personnification d'un rêve mort, exposé et ridiculisé. La main de Raphaël, froide et dédaigneuse, poussa les épaules d'Isabelle vers le bas, la forçant à s'asseoir sur le tabouret du piano. Le contact fut un choc électrique, un rappel brutal de son impuissance. Ses yeux, embués de larmes, se fixèrent sur les touches d'ébène et d'ivoire, qui semblaient briller d'un éclat cruel sous les lumières de la scène. Elle l'appelait, la provoquait, mais aussi l'effrayait. Le souvenir de son père, assis à ses côtés, guidant ses petits doigts, était un fantôme doux et douloureux. « Joue, Isabelle. Joue pour eux. » se moqua Raphaël, la voix chargée d'un sarcasme qui la fit se recroqueviller. Elle tenta de bouger ses doigts, mais ils semblaient lourds, inertes, comme s'ils avaient oublié la mélodie. Le silence s'étira, rempli seulement par la respiration haletante d'Isabelle et les rires étouffés de l'équipe. À chaque seconde, l'humiliation s'approfondissait, rongeant sa dignité. Elle sentit le regard de tous sur elle, jugeant, condamnant, et l'envie de disparaître était presque insupportable. L'un des techniciens, un homme plus âgé avec un regard de pitié, tenta d'intervenir, mais Raphaël le fit taire d'un geste autoritaire. « Laissez-la. Elle a besoin d'apprendre sa place. » Isabelle sentit son visage brûler. La douleur n'était pas seulement due à l'humiliation publique, mais à la trahison d'elle-même, de la pianiste qu'elle avait laissée mourir. Elle ferma les yeux, et un instant, elle vit le visage de son père, souriant, l'encourageant. « N'abandonne jamais ta musique, ma fille. C'est ta voix. » Le souvenir fut un éclair, un choc qui la fit ouvrir les yeux. Mais la réalité était dure. Ses doigts n'obéissaient pas, son esprit était vide. Elle ne pouvait pas jouer. La honte la submergea complètement, et elle se leva brusquement, faisant tomber le tabouret du piano avec un fracas. Je dois y aller, balbutia-t-elle, fuyant la scène, les regards, cet enfer particulier. Isabelle courut dans les couloirs sombres du théâtre, le son de ses propres pas résonnant comme des accusations. Elle s'enferma dans la petite salle de bain des employés, le seul endroit où elle pouvait pleurer sans être vue. L'image de Raphaël, avec son sourire cruel, et le son de ses mots, bonne à rien, ignorante, se répétait dans son esprit, comme une mélodie dissonante. Elle se regarda dans le miroir, et ce qu'elle vit fut une femme aux yeux gonflés, au visage rouge, l'âme brisée. Ce n'était pas l'Isabelle que son père connaissait, l'Isabelle qu'il avait appris à aimer la musique. C'était une ombre, une figure sans éclat, qui avait permis que son rêve soit piétiné. La colère commença à bouillonner en elle, une petite flamme, mais intense, qui refusait de s'éteindre. Colère contre Raphaël, colère contre l'équipe, mais, surtout, colère contre elle-même pour s'être laissée aller à ce point. Pour avoir abandonné. Pour avoir brisé la promesse. L'eau froide du robinet coula sur ses mains, mais ne put éteindre le feu de l'humiliation qui brûlait dans sa poitrine. Isabelle leva de nouveau les yeux vers le miroir, et cette fois, quelque chose de différent s'alluma dans ses yeux.
Ce n'était plus seulement de la tristesse ou de la honte, mais une étincelle de défi. L'image de son père, si vivante dans sa mémoire, semblait lui murmurer à l'oreille « La musique est ta voix, Isabelle. Ne laisse personne la faire taire. » La promesse. La promesse qu'elle lui avait faite, sur son lit de mort, de ne jamais abandonner le piano, de laisser sa musique continuer à vivre. Elle avait échoué. Mais si ce n'était pas trop tard? Et si cette humiliation, si douloureuse, était en fait un appel, un réveil brutal? Elle serra les poings, sentant la douleur des ongles s'enfoncer dans la paume de sa main. Non. Elle ne serait plus la femme de ménage invisible, la femme qui se recroquevillait devant la cruauté. Ce moment, ce sarcasme public, avait été le fond du gouffre, le point de non-retour. Elle avait été poussée dans l'abîme, mais, d'une certaine manière, elle avait trouvé un rocher auquel s'accrocher. Le rocher de la dignité, du souvenir de son père, de la pianiste qui vivait encore, endormie, en elle. Ses yeux, auparavant embués, brillaient maintenant d'une détermination féroce. La décision fut silencieuse, mais puissante. Elle ne fuirait plus. Elle ne se cacherait plus. Elle allait se battre. Se battre pour retrouver son identité, son talent, sa voix. La musique qui avait été réduite au silence pendant 15 ans allait recommencer à résonner, d'abord dans son cœur, puis dans ses doigts, et enfin, dans le monde. Isabelle sortit de la salle de bain, la tête haute, les pas fermes. La résignation avait été remplacée par une résolution inébranlable. Elle ne savait ni comment, ni quand, mais elle savait qu'elle allait rejouer. Elle allait prouver à Raphaël, et à elle-même, que l'art n'était pas seulement technique, mais âme. Et que la femme de ménage invisible avait une mélodie gardée, attendant le bon moment pour exploser. Elle regarda la scène vide, le piano à queue qui l'avait humiliée, et une promesse silencieuse se forma sur ses lèvres. Je reviendrai. Et quand je reviendrai, ce ne sera pas pour nettoyer. L'air du théâtre semblait vibrer avec la nouvelle énergie qui émanait d'elle. Le chemin serait long et ardu, mais la décision était prise. Le voyage de renaissance avait commencé. La décision d'Isabelle résonnait dans son âme, mais la réalité était un mur froid et infranchissable. Comment recommencer après si longtemps? Ses doigts, calleux par le travail de femme de ménage, semblaient avoir oublié la délicatesse des touches. La dernière fois qu'elle avait touché un vrai piano, un piano à queue, c'était il y a 15 ans, le jour des funérailles de son père. L'image de ce jour était encore nette. Le cercueil fermé, l'odeur de fleurs fanées, le silence pesant qui s'était installé dans sa maison. Son père, un musicien talentueux, mais qui n'avait jamais atteint la reconnaissance qu'il méritait, avait placé tous ses rêves en elle. Il lui avait appris à jouer dès son plus jeune âge, voyant en Isabelle la promesse d'une mélodie qu'il n'avait pas pu achever lui-même. Ta musique est un cadeau, ma fille. Ne la laisse jamais mourir, disait-il, les yeux brillants de fierté. La maladie de son père survint soudainement, dévastatrice. Les traitements coûteux, la dette croissante, la nécessité pour Isabelle d'abandonner la faculté de musique et tout espoir de carrière pour travailler et subvenir aux besoins de la maison. Chaque jour, la musique s'éloignait un peu plus, remplacée par l'urgence de la survie. Sur son lit de mort, d'une voix faible, il lui fit promettre de continuer à jouer. Mais la douleur de la perte, la culpabilité de ne pas avoir réussi à le sauver, et le poids de la responsabilité l'écrasèrent. Elle s'assit au piano une dernière fois, les larmes brouillant sa vision, et joua sa pièce préférée, une mélodie mélancolique de Chopin. Chaque note était un adieu, un au revoir à la musique et à la partie d'elle-même qui mourait avec lui. Ce jour-là, elle jura qu'elle ne jouerait plus jamais, que la musique était la source de sa plus grande douleur. La promesse à son père, de continuer, se transforma en la promesse à elle-même, d'arrêter. Le souvenir de ce jour était un fardeau, mais maintenant, dans le miroir de la salle de bain, la colère de Raphaël avait allumé une nouvelle flamme. La promesse de son père, l'originale, celle de continuer, commença à résonner plus fort que la promesse d'arrêter. Isabelle savait qu'elle avait besoin d'un piano. Un vrai piano. Le théâtre en avait plusieurs, mais tous étaient fermés à clé, ou réservés à l'usage exclusif des artistes. Il y avait, cependant, un vieux piano droit, désaccordé et oublié, au 3e étage, dans une salle de rangement poussiéreuse. Personne ne l'utilisait. Personne ne s'en souciait. C'était parfait.
Ce serait son refuge secret, son champ de bataille. Elle avait besoin d'un endroit pour commencer, un endroit où elle pourrait échouer et recommencer, loin des regards curieux et des jugements. Ce soir-là même, après le travail, Isabelle attendit que tout le monde soit parti. Le théâtre, auparavant vibrant de voix et de rires, était maintenant un labyrinthe d'ombre et de silence. Le cœur battant fort, elle monta les escaliers jusqu'au 3e étage, la lampe torche de son téléphone éclairant le chemin. La salle de rangement était froide et poussiéreuse, remplie d'anciens accessoires et de meubles cassés. Dans un coin, recouvert d'un drap blanc, il était là, le piano désaccordé. Elle tira le drap, révélant le bois sombre, les touches jaunies, certaines fissurées. C'était un instrument oublié, tout comme elle. Isabelle s'assit sur le tabouret grinçant, ses doigts tremblants planant au-dessus des touches. La poussière s'éleva, la faisant tousser. La première note qu'elle joua fut un son creux, dissonant, presque douloureux. Ce n'était pas la mélodie dont elle se souvenait, ce n'était pas la musique qui vivait dans son âme. C'était un son brisé, un reflet de son propre état. À chaque tentative, la frustration grandissait. Ses doigts, autrefois si agiles, semblaient maintenant durs, maladroits. Les gammes qu'elle maîtrisait dans son enfance étaient un défi. La mémoire musculaire était là, mais rouillée, lente, douloureuse. Elle sentait la douleur dans chaque articulation, dans chaque tendon. Le bout de ses doigts, ramolli par le travail de nettoyage, n'avait plus la callosité nécessaire pour supporter des heures d'entraînement. Les larmes de frustration coulaient sur son visage, se mêlant à la sueur. C'était plus difficile qu'elle ne l'imaginait. La voix de Raphaël, bonne à rien, résonnait dans son esprit, essayant de saper sa détermination nouvellement découverte. Mais Isabelle refusait d'abandonner. Elle se souvenait de la promesse à son père, de la flamme qui s'était rallumée dans sa poitrine. Elle continua, note après note, erreur après erreur, jusqu'à ce que ses doigts saignent. La douleur physique était un rappel qu'elle était vivante, qu'elle se battait. Les jours se transformèrent en semaines. Isabelle passait toutes les nuits au 3e étage, après que le théâtre se soit vidé. Le piano désaccordé devint son confident, son camp d'entraînement secret. Elle étudiait d'anciennes partitions qu'elle avait gardées, essayant de déchiffrer les notes, les pauses, les rythmes. Le son du piano, bien qu'imparfait, commença à prendre forme, à se transformer en quelque chose de reconnaissable. Elle commença à sentir la musique couler à nouveau, non pas avec la perfection de Raphaël, mais avec l'émotion qu'il ne pourrait jamais imiter. À chaque mélodie qu'elle parvenait à jouer, même avec des failles, une petite victoire s'allumait dans son cœur. Elle se redécouvrait, note par note, mélodie par mélodie. La femme de ménage invisible se transformait, silencieusement, en une pianiste renaissante. Une nuit, alors qu'Isabelle s'entraînait, absorbée par une sonate de Beethoven, la porte de la salle de rangement s'ouvrit lentement. Elle s'arrêta brusquement, le cœur battant, craignant d'être découverte. La lumière du couloir révéla une silhouette grande et mince, aux cheveux gris et au regard perspicace. C'était Édouard, l'ancien chef d'orchestre du théâtre, un homme qu'Isabelle admirait depuis son enfance. Il avait été l'ami de son père et l'un des rares à reconnaître son talent. Édouard l'observa un instant, un sourire mélancolique aux lèvres. « Isabelle » demanda-t-il, la voix douce, presque un murmure. « C'est bien toi ? Je reconnaîtrais cette passion n'importe où. » Isabelle sentit un mélange de honte et de soulagement. Honte d'être prise en flagrant délit de son secret, soulagement d'être reconnue par quelqu'un qui la voyait vraiment. Édouard s'approcha, ses yeux fixés sur le piano puis sur elle. « J'ai entendu la musique. Pas la perfection, mais l'âme. L'âme que Raphaël n'aura jamais. » Il s'assit à côté d'elle, jouant quelques notes sur le piano désaccordé. « Ton père serait fier, Isabelle. Très fier. » Les mots d'Édouard furent un baume pour son âme blessée. Il ne la jugea pas, ne l'humilia pas. Il la vit. Il vit la pianiste qu'elle était encore. « J'ai arrêté de jouer il y a longtemps, maestro, » avoua-t-elle, la voix étranglée. Édouard secoua la tête. « La musique ne s'arrête jamais, Isabelle. Elle attend juste. Et la tienne a attendu trop longtemps. » Il révéla qu'il avait remarqué l'absence d'Isabelle aux répétitions de Raphaël, et curieux, était monté pour enquêter sur le son du piano.
Il connaissait son histoire, la promesse à son père, la douleur qui l'avait réduite au silence. Édouard, avec une étincelle dans les yeux, fit une proposition qui allait tout changer. Le président de l'association de musique classique, Monsieur Dubois, cherche un nouveau talent pour le festival annuel. Raphaël est bon, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque l'émotion que tu as. Isabelle le regarda, incrédule. Moi? Maestro, je suis une femme de ménage. Mes doigts sont rouillés. Je ne suis pas digne d'une scène. Édouard sourit, un sourire chaleureux et encourageant. Digne? Tu es plus digne que quiconque n'ait jamais foulé cette scène. L'art n'est pas une question de profession, c'est une question d'âme. Et ton âme est pure musique. Il lui offrit d'être de nouveau son mentor, de l'aider à rattraper le temps perdu, à polir son talent. Je sais que tu peux, Isabelle. Ton père le savait. Et moi aussi, je le sais. L'espoir, qui semblait mort, se ralluma avec une force écrasante. C'était une seconde chance, un cadeau inattendu, une opportunité de rédemption. La proposition d'Édouard, le maestro, était un phare au milieu de l'obscurité qu'Isabelle avait habité si longtemps. Cependant, l'euphorie initiale céda rapidement la place à une vague d'insécurité. 15 ans de silence ne s'effaçaient pas avec une seule conversation. Ses doigts, bien que plus agiles maintenant, lui faisaient encore mal, et le souvenir des erreurs et de l'humiliation sur scène était un fantôme persistant. Maestro, je ne sais pas si j'y arriverai. C'est trop long. Et Raphaël, c'est un monstre, avoua Isabelle, la voix étranglée par le doute. Édouard la regarda avec une sérénité apaisante. La musique ne s'oublie pas, Isabelle. Elle se cache, elle attend le bon moment pour ressurgir. Et quant à Raphaël, il n'est qu'un bruit. Ta mélodie est plus forte. Il la convainquit de commencer, de faire le premier pas, de croire que la passion qui l'animait était plus puissante que n'importe quelle peur. Les jours suivants furent un marathon épuisant. Édouard, avec sa patience infinie et sa connaissance profonde, devint le guide dont Isabelle avait tant besoin. Les séances d'entraînement sur le piano désaccordé du 3e étage devinrent plus intenses, plus exigeantes. Il la forçait à dépasser ses limites, à sentir la musique non seulement avec ses doigts, mais avec chaque fibre de son être. Isabelle sentait les muscles de ses mains et de ses bras brûler, son dos lui faire mal, mais à chaque note qu'elle jouait correctement, à chaque phrase musicale qui coulait plus naturellement, une nouvelle force naissait en elle. Édouard ne lui enseignait pas seulement la technique. Il l'aidait à retrouver l'émotion, l'âme qu'elle avait emprisonnée. Il lui rappelait les histoires derrière les compositions, la passion des compositeurs, et Isabelle, peu à peu, renouait avec l'essence de la musique. Malgré les progrès, la présence de Raphaël au théâtre était une ombre constante. Il continuait à répéter sur la scène principale, ses accords parfaits et vides résonnant dans les couloirs, rappelant à Isabelle la perfection technique qu'elle recherchait encore. Elle le voyait de loin, le sourire arrogant, la posture altière, et une pointe de colère et d'insécurité la frappait. Édouard remarqua son inquiétude. Ne te compare pas à lui, Isabelle. Sa musique est un miroir poli, elle reflète ce que les gens veulent voir. La tienne est une fenêtre sur l'âme, elle montre ce que les gens ont besoin de ressentir. Il l'encouragea à se concentrer sur son propre chemin, à transformer la colère en carburant, l'humiliation en motivation. Chaque jour, Isabelle sentait qu'elle se rapprochait d'une version d'elle-même qu'elle avait oubliée, une version plus forte, plus résiliente, plus pianiste. La nouvelle de la possible participation d'Isabelle au festival commença à circuler dans les coulisses du théâtre, comme un murmure qui refusait de se taire. Raphaël, avec son ego démesuré, entendit les rumeurs et réagit avec mépris. Il ne pouvait concevoir qu'une « femme de ménage » puisse même être envisagée pour un événement d'une telle ampleur. Lors d'une des répétitions, il confronta Édouard, exigeant de connaître la vérité. « Maestro, est-il vrai que vous entraînez cette femme? La femme de ménage? C'est une mauvaise blague, n'est-ce pas ?» Édouard, avec son calme habituel, se contenta de sourire. L'art ne choisit pas les professions, Raphaël. Il choisit les âmes. Et l'âme d'Isabelle est pure musique. La réponse du maestro enragea Raphaël, qui y vit une offense personnelle, une menace à son règne incontestable. Raphaël, alors,
commença une campagne silencieuse de sabotage. De petits actes de malveillance, comme laisser le piano du 3e étage fermé à clé ou désordonner les partitions d'Isabelle, étaient des tentatives de saper sa confiance. Il répandait des rumeurs sur son manque de talent, sur sa folie d'essayer un retour après tant d'années. Isabelle sentait le poids de ses attaques, mais, poussée par la promesse à son père et par la foi d'Édouard, elle refusait de céder. Chaque obstacle devenait un échelon, chaque humiliation, une raison de plus de se battre. Elle apprenait à contourner les pièges de Raphaël, à trouver des solutions, à se prouver qu'elle était plus forte qu'il ne l'imaginait. La douleur féminine, qui auparavant la paralysait, la propulsait maintenant. Un jour, Édouard l'appela pour une conversation sérieuse. Isabelle, le président Dubois, viendra au théâtre la semaine prochaine pour une audition privée. Il veut te voir jouer. Le cœur d'Isabelle s'emballa. C'était la chance qu'elle attendait, mais aussi le plus grand défi. Elle se sentait encore incertaine, craignant d'échouer, de revivre l'humiliation. Maestro, je ne suis pas prête. Et si je me trompe? Et s'il se moque de moi comme Raphaël? Édouard lui prit les mains, ses yeux transmettant une force inébranlable. Tu es plus prête que tu ne l'imagines. La perfection est un mythe. La vérité est ton arme. Joue avec ton âme, Isabelle. Joue pour ton père. Joue pour la petite fille que tu as été et pour la femme que tu deviens. L'audition avec Monsieur Dubois n'était pas seulement une preuve de talent. C'était une confrontation avec ses propres démons, une chance de prouver sa valeur non seulement au monde, mais à elle-même. La semaine qui précéda l'audition avec Monsieur Dubois fut un tourbillon d'émotions pour Isabelle. Chaque note jouée sur le piano désaccordé du 3e étage était un mélange d'espoir et de terreur. Édouard, le maestro, intensifia l'entraînement, se concentrant non seulement sur la technique, mais sur l'expression, sur la capacité d'Isabelle à transmettre l'âme de la musique. Il la faisait jouer la même pièce à plusieurs reprises, exigeant qu'elle trouve de nouvelles nuances, de nouvelles émotions à chaque exécution. Il ne s'agit pas de jouer les bonnes notes, Isabelle. Il s'agit de faire ressentir aux gens ce que tu ressens, insistait-il, ses yeux fixés sur les siens. La pression était immense, et Isabelle sentait le poids de 15 ans de silence, de la promesse à son père, de l'humiliation récente, tout convergeant vers ce moment. Les nuits d'Isabelle étaient peuplées de cauchemars. Elle se voyait sur scène, les doigts bloqués, le public riant, et le visage moqueur de Raphaël planant au-dessus d'elle. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, la voix de son père résonnant dans son esprit, « N'abandonne jamais ». L'insécurité était une bataille constante, une voix intérieure qui lui murmurait qu'elle n'était pas assez bonne, que son temps était passé. Elle se souvenait de la douleur d'avoir abandonné la musique, de la culpabilité qui la rongeait. Mais alors, elle s'accrochait à l'image d'Édouard, à sa foi inébranlable, et à la colère que Raphaël avait allumée. Cette colère, auparavant destructive, était maintenant un moteur, une force motrice qui la poussait à surmonter chaque obstacle, chaque doute. Avant de continuer, je voudrais vous faire une invitation rapide. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, si elles vous font réfléchir ou voir la vie différemment, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Cette chaîne grandit avec des gens qui croient qu'il y a toujours un nouveau départ. Votre « j'aime » et votre commentaire aident beaucoup à faire connaître ces histoires à plus de monde. Et si vous le souhaitez, écrivez ci-dessous d'où vous regardez. Je lis tous les commentaires, vraiment. Le jour de l'audition, le théâtre municipal de Nantes semblait plus imposant, plus effrayant que jamais. Isabelle sentait un nœud à l'estomac, les mains moites, le corps tremblant. Elle portait ses vêtements de femme de ménage, un choix délibéré pour se souvenir d'où elle venait et de ce qu'elle luttait pour surmonter. Raphaël, avec son costume impeccable et son sourire cynique, était présent, l'observant avec un air de supériorité. Il avait tenu à être là, pour assister à ce qu'il espérait être l'échec retentissant de la femme de ménage. Ses yeux, pleins de mépris, étaient comme des aiguilles perçant le peu de confiance qu'Isabelle avait réussi à rassembler. Le président Dubois, un homme sérieux et de peu de mots, s'assit au premier rang, son expression impénétrable. La scène, avec le piano à queue rutilant, ressemblait à un ring de boxe, et Isabelle, la combattante improbable. Édouard, percevant la nervosité d'Isabelle, s'approcha d'elle, posant sa main sur son épaule. « Souviens-toi de ce que ton père t'a appris, Isabelle.
La musique est faite pour être ressentie, pas seulement entendue. Laisse ton âme parler. Les mots du maestro furent un baume, un rappel du véritable but de ce moment. Isabelle respira profondément, ferma les yeux un instant, et l'image de son père, souriant et fier, remplit son esprit. Elle s'assit au piano, les doigts encore tremblants, mais un nouveau calme commença à s'installer dans son cœur. Elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit à Raphaël, ni même à Monsieur Dubois. Elle était là pour elle-même, pour son père, pour la musique qui avait été réduite au silence pendant si longtemps. Elle commença à jouer. Les premières notes de la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Liszt, la pièce qu'Édouard avait choisie, emplirent le théâtre. Au début, les doigts d'Isabelle étaient un peu hésitants, mais à mesure que la mélodie se déroulait, la musique commença à couler avec une force et une passion qui surprirent tout le monde. Elle ne jouait pas seulement les notes, elle racontait son histoire. La douleur, l'humiliation, la lutte, l'espoir, tout était là, dans chaque accord, dans chaque arpège. Ses yeux étaient fermés, son expression concentrée, et la musique semblait émaner de chaque cellule de son corps. Raphaël, qui s'attendait à un désastre, observait avec un mélange de choc et d'incrédulité. La femme de ménage jouait avec une âme qu'il ne pourrait jamais imiter. Le président Dubois, qui maintenait initialement une posture sceptique, commença à se pencher en avant, son expression passant de l'indifférence à la fascination. Il voyait non seulement la technique, qui était impressionnante pour quelqu'un qui avait arrêté si longtemps, mais l'émotion brute, la vérité qu'Isabelle déversait dans chaque note. Sa musique était vivante, pulsante, pleine d'une histoire que Raphaël, avec toute sa perfection technique, ne pourrait jamais atteindre. Quand Isabelle termina la pièce, le silence qui suivit fut différent du silence de l'humiliation. C'était un silence d'admiration, de révérence. Monsieur Dubois se leva, et un sourire lent et sincère se forma sur ses lèvres. « Isabelle, dit-il, la voix ferme, je n'ai jamais entendu cette pièce jouée avec tant d'âme. Vous êtes extraordinaire. » Ces mots furent une reconnaissance, une validation qu'Isabelle attendait depuis 15 ans. Raphaël, voyant la reconnaissance dans les yeux de Monsieur Dubois, sentit une vague de fureur et d'envie. Il ne pouvait permettre qu'une femme de ménage, une femme qu'il avait humiliée publiquement, lui vole son éclat. Il s'approcha de la scène, avec un sourire forcé. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, mais sa technique est encore imparfaite. Il y a quelques imprécisions. Je peux jouer cette même pièce avec la perfection qu'elle mérite. » Monsieur Dubois le regarda avec dédain. « La perfection technique est importante, Raphaël, mais l'âme est irremplaçable. Et mademoiselle Isabelle a une âme qui résonne. » Raphaël, se sentant défié, insista. « Alors, pourquoi ne pas la laisser le prouver lors d'une confrontation publique? Au festival. Elle et moi. La même pièce. Que le public décide qui est le véritable artiste. » La proposition de Raphaël était un piège, une tentative désespérée de démasquer Isabelle et de réaffirmer sa propre supériorité. Isabelle sentit son sang se glacer. Une confrontation publique? Sur la scène principale, devant des centaines de personnes? C'était exactement ce qu'elle craignait le plus. Le souvenir de l'humiliation précédente, du rire du public, la hantait. Elle regarda Édouard, qui lui fit un signe d'encouragement. « Tu n'es pas seule, Isabelle. Et la vérité trouve toujours son chemin. » Monsieur Dubois, intrigué par l'audace de Raphaël et par l'opportunité d'un spectacle, réfléchit un instant. « Très bien, Raphaël. Votre proposition est acceptée. Mais à une condition, mademoiselle Isabelle aura le choix de la pièce. Et si elle accepte, la confrontation sera l'attraction principale du festival. » Isabelle sentit le poids de la décision sur ses épaules. C'était la chance de sa vie, mais aussi le risque d'une humiliation encore plus grande. Elle regarda Raphaël, qui l'observait avec un sourire victorieux, certain qu'elle reculerait. Mais alors, l'image de son père, la promesse, la colère que Raphaël avait allumée, tout s'unit en une seule force. Elle n'était plus la femme de ménage invisible. Elle était Isabelle, la pianiste. Elle se leva du tabouret, les yeux fixés sur ceux de Raphaël, et sa voix, auparavant un murmure, était maintenant ferme et claire. « J'accepte. Et la pièce sera la Rhapsodie hongroise numéro 2. » Raphaël pâlit.
C'était la pièce qu'il avait répétée inlassablement, la pièce qu'il considérait comme sa signature. Isabelle avait renversé la situation, transformant son piège en son propre défi. La confrontation était fixée. La nouvelle de la confrontation entre Isabelle et Raphaël au Festival de musique classique de Nantes se répandit comme une traînée de poudre. Le théâtre, auparavant un lieu de routine pour Isabelle, bouillonnait maintenant d'une attente d'un duel musical sans précédent. Pour Raphaël, c'était une opportunité d'écraser la « femme de ménage » et de réaffirmer son hégémonie. Pour Isabelle, c'était la chance de sa vie, mais aussi un abîme d'anxiété. Le choix de la Rhapsodie hongroise numéro 2, la pièce signature de Raphaël, fut un coup stratégique, mais aussi un fardeau. Elle savait qu'elle devrait non seulement égaler, mais surpasser sa technique impeccable, en y ajoutant l'émotion qui lui manquait. La pression était presque insupportable, et les nuits de sommeil devinrent rares, remplies de répétitions mentales et de la mélodie incessante de la pièce dans sa tête. Édouard, le maestro, intensifia l'entraînement d'Isabelle à des niveaux qu'elle n'aurait jamais imaginés. Les séances sur le piano désaccordé s'étendaient pendant des heures, jusque tard dans la nuit. Il la faisait répéter des passages complexes jusqu'à l'épuisement, exigeant la perfection dans chaque note, mais sans jamais laisser de côté l'âme de la musique. La technique et le corps, Isabelle. L'émotion et l'esprit. Tu as besoin des deux pour voler, disait-il, ses yeux fatigués, mais pleins de foi. Les doigts d'Isabelle étaient à vif, son dos lui faisait mal, et la fatigue était un brouillard constant. Mais chaque fois qu'elle pensait abandonner, l'image de son père, l'humiliation de Raphaël, et la promesse de ne plus être invisible la poussaient. Elle construisait non seulement sa technique, mais sa résilience, sa force intérieure. Raphaël, de son côté, était furieux. L'audace d'Isabelle de choisir sa pièce préférée était une offense personnelle. Il redoubla ses propres répétitions, déterminé à l'humilier de manière définitive. Il répandait des rumeurs sur son inexpérience, sur la façon dont elle serait un désastre sur scène. Il tenta même de saboter le piano du 3e étage, mais Édouard, prévoyant ses actions, avait fait installer un cadenas plus résistant. La guerre en coulisses était silencieuse, mais féroce. Isabelle sentait l'hostilité de Raphaël, les regards de dédain de certains membres de l'équipe qui le soutenaient encore. Mais elle sentait aussi le soutien silencieux d'Édouard, et à chaque note qu'elle jouait, à chaque défi surmonté, la certitude qu'elle était sur la bonne voie grandissait dans son cœur. Au milieu de la tension croissante, un allié inattendu apparut. André, un influent critique musical de Nantes, connu pour son intégrité et sa recherche de talents authentiques, avait entendu les rumeurs sur Isabelle. Intrigué, il chercha Édouard et demanda à assister à l'une des répétitions secrètes. Isabelle, initialement nerveuse en présence d'un critique, joua avec une passion qui transcendait l'imperfection du piano désaccordé. André, avec ses yeux expérimentés, perçut la vérité dans sa musique, l'âme que Raphaël ne possédait pas. Il vit l'histoire d'une femme qui avait été réduite au silence et qui luttait maintenant pour retrouver sa voix. Après la répétition, André s'approcha d'Isabelle, ses yeux brillants d'admiration. « Mademoiselle Isabelle, votre musique est un cri de liberté. C'est la vérité dont l'art a besoin. » Ces mots furent un baume pour l'âme d'Isabelle, une validation dont elle avait tant besoin. André promit d'écrire un article sur elle, ne révélant pas la confrontation, mais semant la curiosité sur un « nouveau talent mystérieux » qui était sur le point d'émerger sur la scène musicale de Nantes. L'article, publié quelques jours avant le festival, créa un buzz dans la ville, augmentant l'attente et la vente de billets. Raphaël, en lisant l'article, sentit un frisson. La femme de ménage gagnait du terrain, et la menace sur son règne était plus réelle qu'il ne l'imaginait. La nuit du festival arriva. Le théâtre municipal était bondé, les lumières brillaient, le public vibrait d'attente. Isabelle, en coulisses, sentait son cœur battre à tout rompre. Édouard la trouva, ses yeux transmettant calme et confiance. L'heure est venue, Isabelle. Il ne s'agit pas de vaincre Raphaël. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta musique. Joue pour ton père. Joue pour la petite fille que tu as été. Joue pour la femme que tu es devenue. Il la conduisit jusqu'à l'entrée de la scène, où Raphaël l'attendait déjà, avec un sourire forcé et un regard de mépris. La tension entre eux était palpable, un duel silencieux avant la tempête musicale. Isabelle respira profondément,
sentant l'odeur de bois et de poussière, la même odeur qui l'accompagnait depuis 15 ans. Mais cette fois, elle n'était pas là pour nettoyer. Elle était là pour jouer. Le présentateur annonça le duel de titans de la soirée, et le public explosa en applaudissements et murmures. Raphaël fut le premier à se présenter. Il marcha jusqu'au piano à queue, impeccable dans son costume, avec une posture de celui qui était le maître de la scène. Son exécution de la Rhapsodie hongroise numéro 2 fut techniquement parfaite, chaque note à sa place, chaque arpège brillant. Le public applaudit, impressionné par sa virtuosité. Raphaël s'inclina, un sourire victorieux aux lèvres, certain d'avoir établi un standard inatteignable. Il regarda Isabelle, qui attendait en coulisses, avec un regard de défi, comme pour dire « Essaie de me surpasser ». Puis, ce fut le tour d'Isabelle. Elle marcha lentement jusqu'au centre de la scène, vêtue d'une robe simple, mais élégante, qu'Édouard avait insisté pour qu'elle porte. Le public l'observait avec curiosité, certains avec scepticisme, d'autres avec l'espoir allumé par l'article d'André. Elle s'assit au piano, ses yeux fixés sur les touches, et un instant, le théâtre entier sembla retenir son souffle. Elle ferma les yeux, et l'image de son père, souriant, l'encouragea. Elle n'était pas là pour rivaliser, mais pour s'exprimer, pour libérer la mélodie qui avait été emprisonnée si longtemps. Les premières notes de la Rhapsodie hongroise numéro 2 résonnèrent dans le théâtre, et le public sentit un frisson. La technique d'Isabelle était impeccable, oui, mais il y avait quelque chose de plus. Il y avait une profondeur, une émotion, une âme que Raphaël ne pouvait atteindre. Chaque note était un morceau de son histoire, de sa douleur, de son dépassement. Elle jouait avec une passion dévorante, avec une vérité qui touchait le cœur de chaque personne présente. Les larmes coulaient sur le visage de certains spectateurs, tandis que d'autres observaient, hypnotisés, la transformation de la femme de ménage en une artiste à couper le souffle. Isabelle ne jouait pas seulement. Elle vivait la musique, et la musique vivait à travers elle. Isabelle ne jouait pas seulement la Rhapsodie hongroise numéro 2, elle réécrivait sa propre histoire avec chaque note. Ses doigts, auparavant hésitants, dansaient maintenant sur les touches avec une agilité et une force qui semblaient défier la logique. La musique s'écoulait d'elle, non pas comme une performance répétée, mais comme une explosion de sentiments contenus pendant des années. Le public était en extase, certains les larmes aux yeux, d'autres la bouche entr'ouverte d'admiration. Ils ne voyaient plus la femme de ménage. Ils voyaient l'artiste, la femme qui avait transformé sa douleur en une mélodie bouleversante. Raphaël, en coulisses, observait avec le visage pâle, l'arrogance remplacée par une peur croissante. Il savait, au fond de son âme, qu'il avait été surpassé. Non seulement en technique, mais en quelque chose de beaucoup plus profond, la capacité de toucher le cœur humain. L'intensité de la performance d'Isabelle grandissait à chaque mesure. Elle ne se souciait plus des jugements, des regards de Raphaël, ou de la pression du moment. Elle était immergée dans sa propre musique, dans son propre univers. Les accords finaux de la Rhapsodie résonnèrent dans le théâtre, puissants et remplis d'une émotion brute qui fit taire tout reste de scepticisme. Lorsque la dernière note se dissipa dans l'air, un silence profond plana sur le public pendant quelques secondes, un silence de pure révérence. Puis, comme une vague qui se brise sur la plage, le public explosa en une ovation debout. Des applaudissements retentissants, des cris de bravo. Des sifflements d'admiration emplirent le théâtre municipal de Nantes. C'était une reconnaissance unanime, une célébration de l'art authentique. Isabelle, les yeux encore embués, se leva du tabouret du piano, sentant la chaleur des applaudissements sur son visage. Elle regarda le public, Édouard, qui souriait avec fierté, et Raphaël, qui avait disparu des coulisses, incapable de supporter la défaite. L'humiliation qu'elle avait subie sur cette même scène, quelques semaines auparavant, avait été complètement inversée. Elle n'était plus la figure ridiculisée, elle était la star de la soirée, la pianiste qui avait conquis le cœur de tous. Ce moment était l'aboutissement de 15 ans de douleur, de lutte, d'une promesse brisée et maintenant retrouvée. C'était la victoire de l'âme sur la technique vide, de la vérité sur la prétention. L'ovation ne cessait pas. Monsieur Dubois, le président de l'association de musique classique, monta sur scène, son visage illuminé par un sourire radieux. Il serra chaleureusement Isabelle dans ses bras, ignorant complètement le protocole. Mademoiselle Isabelle,
vous n'avez pas seulement joué, vous nous avez transportés. Votre performance a été la plus émouvante que j'ai jamais vue sur cette scène. Il se tourna ensuite vers le public, levant la main pour demander le silence. C'est avec un immense plaisir que j'annonce que mademoiselle Isabelle sera la nouvelle pianiste résidente du Théâtre municipal de Nantes et l'attraction principale de notre prochain festival. Le public explosa en de nouveaux applaudissements, et Isabelle sentit une vague d'émotion écrasante. C'était plus que tout ce qu'elle avait jamais rêvé. Dans les jours qui suivirent, la vie d'Isabelle changea radicalement. Des propositions de travail commencèrent à affluer de toutes parts. Invitations à des concerts, contrats avec des maisons de disques, interviews pour des magazines spécialisés. L'article d'André, le critique musical, fut réédité en vedette, louant son âme musicale et son histoire de dépassement. Isabelle, la femme de ménage invisible, était devenue la sensation du moment, la preuve vivante que le vrai talent trouve toujours son chemin. Elle accepta l'invitation de la Philharmonie pour une série de concerts, mais son cœur la ramenait au théâtre municipal, à l'endroit où tout avait commencé, où elle avait été humiliée et où elle avait renaît. Pendant ce temps, la carrière de Raphaël s'effondrait. Le président Dubois, après la performance d'Isabelle, lança une enquête sur les accusations de plagiat et de manipulation qui pesaient depuis longtemps sur Raphaël. Il fut découvert que beaucoup de ses compositions originales étaient, en réalité, des arrangements légèrement modifiés d'œuvres de compositeurs moins connus, et qu'il avait utilisé son influence pour saboter d'autres artistes. La vérité éclata, et le scandale fut dévastateur. Raphaël fut démasqué publiquement, sa réputation détruite, ses contrats annulés. Il fut renvoyé du théâtre et sa carrière, construite sur la fausseté et l'arrogance, fut irrémédiablement ruinée. La justice, bien que tardive, était arrivée, et la vengeance d'Isabelle ne fut pas par des mots ou des actes, mais par la beauté pure et indéniable de son art. Isabelle, maintenant une figure respectée et admirée, marchait dans les couloirs du théâtre municipal, non plus avec le balai à la main, mais la tête haute, un sourire serein aux lèvres. Elle avait accepté le poste de professeure résidente, se consacrant à inspirer de nouveaux talents, en particulier ceux des communautés défavorisées qui, comme elle, auraient pu voir leurs rêves réduits au silence par les circonstances de la vie. Elle savait que le véritable art n'était pas une question de célébrité ou de fortune, mais de capacité à toucher les âmes, à transformer la douleur en beauté, à donner une voix à ceux qui n'en ont pas. La persévérance, la dignité et la foi en elle-même avaient été ses plus grandes alliées. La nouvelle vie d'Isabelle, en tant que pianiste résidente et professeure au théâtre municipal de Nantes, était un tourbillon d'activités et d'émotions. Elle ne répétait pas seulement pour ses propres concerts, qui remplissaient désormais le théâtre, mais consacrait une grande partie de son temps à structurer le programme d'enseignement pour les jeunes talents. La salle de répétition, qui était autrefois un entrepôt poussiéreux, avec le piano désaccordé, fut entièrement rénovée. Maintenant, c'était un espace lumineux, avec plusieurs pianos à queue rutilant, prêts à accueillir les rêves d'une nouvelle génération. Isabelle ressentait une profonde gratitude envers Édouard, le maestro, qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Il devint son bras droit dans le projet, partageant sa passion pour nourrir l'art et l'espoir. Chaque jour, Isabelle se sentait plus connectée à sa véritable essence. La musique, qui fut un jour source de douleur et de culpabilité, était maintenant sa plus grande joie et son but. Elle se souvenait des mots de son père, « Ta musique est un cadeau, ma fille. Ne la laisse jamais mourir », et sentait qu'elle tenait enfin cette promesse. Il ne s'agissait pas seulement de jouer, mais d'inspirer, de montrer aux autres que, peu importe la profondeur de l'humiliation ou la longueur de la pause, la mélodie de la vie peut toujours être reprise. Elle se voyait dans les yeux de chaque élève, dans les peurs et les espoirs qu'il portait, et savait que son parcours avait été un chemin nécessaire pour qu'elle puisse maintenant guider les autres. La transformation d'Isabelle n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle. La femme qui auparavant se recroquevillait et se sentait invisible irradiait maintenant confiance et sérénité. Elle avait trouvé sa voie, sa place dans le monde, et la paix qu'elle cherchait tant. La vengeance contre Raphaël ne fut pas un acte de haine, mais la démonstration la plus pure et la plus élégante que la vérité et le talent authentique prévalent toujours sur l'arrogance et la fausseté. Elle ne ressentait plus de colère, seulement une profonde compassion pour ceux qui, comme Raphaël, cherchaient l'éclat extérieur sans cultiver la lumière intérieure. Son histoire devint un témoignage vivant que le dépassement ne consiste pas seulement à vaincre les autres,
mais à se vaincre soi-même, ses peurs et ses limitations. Le premier jour de cours du nouveau programme de talent arriva, et Isabelle était radieuse. La salle de répétition était pleine d'enfants et d'adolescents, certains timides, d'autres pleins d'énergie, tous avec l'éclat de l'espoir dans les yeux. Elle les observait, se souvenant d'elle-même enfant, avec le même désir ardent pour la musique. La leçon qu'elle voulait transmettre n'était pas seulement sur la technique, mais sur le courage de rêver, la résilience face aux obstacles et l'importance de ne jamais abandonner sa propre mélodie. Elle savait que beaucoup de ces jeunes venaient de réalités difficiles, où l'art était un luxe, pas une possibilité. Et c'était précisément pour eux qu'elle voulait ouvrir les portes. Alors qu'Isabelle présentait le programme, la porte de la salle s'ouvrit timidement. Un petit garçon, avec un sac à dos usé et les yeux écarquillés, entra dans la pièce. Il semblait effrayé, mais ses yeux brillaient en voyant les pianos à queue. C'était Lucas, l'un des nouveaux élèves, venant d'une communauté défavorisée de la périphérie de Nantes. Il était l'image d'Isabelle elle-même dans sa jeunesse, talentueux, mais invisible, portant le poids des circonstances. Isabelle l'accueillit avec un sourire chaleureux, lui tendant la main. « Bienvenue, Lucas. Ici, nous avons tous une mélodie à jouer. » Le garçon, auparavant hésitant, sourit, et ses yeux se remplirent d'un espoir qu'Isabelle reconnut immédiatement. Isabelle s'assit au piano, ses doigts touchant les premiers accords d'une mélodie simple et inspirante. Ce n'était pas une pièce complexe, mais une chanson qui parlait de nouveaux départs, de rêves qui refusent de mourir. Les enfants, y compris Lucas, levèrent les mains, impatients d'apprendre, de sentir la musique couler à travers eux. Isabelle les observait, le cœur débordant de paix et d'accomplissement. Elle avait trouvé son but, non seulement en tant que pianiste, mais en tant que mentor, en tant que phare pour ceux qui, comme elle, avaient besoin d'une seconde chance. La musique, qui un jour avait failli mourir, vivait et inspirait maintenant, résonnant dans les couloirs du théâtre, promettant un avenir rempli de nouvelles mélodies. Les mois se transformèrent en une année, et le programme de talent du théâtre municipal de Nantes, sous la direction d'Isabelle et le mentorat d'Édouard, s'épanouit. La salle de répétition, autrefois silencieuse, résonnait maintenant de la joyeuse cacophonie des gammes, des arpèges et des mélodies en formation. Isabelle se consacrait corps et âme à chaque élève, voyant en chacun d'eux la promesse d'une mélodie unique. Lucas, le garçon timide, était devenu l'un des élèves les plus prometteurs, ses petits doigts, mais fermes, trouvant l'harmonie sur les touches. Isabelle l'observait avec une tendresse particulière, reconnaissant en lui la même flamme qui un jour avait failli s'éteindre en elle. Elle lui enseignait non seulement la technique, mais l'art de sentir, d'exprimer, de laisser la musique couler de l'âme. La réputation d'Isabelle en tant que pianiste et professeur grandissait de façon exponentielle. Ses concerts affichaient toujours complets, et la critique la saluait comme l'une des artistes les plus émouvantes de sa génération. Mais la plus grande récompense pour elle n'était pas les applaudissements ou la reconnaissance, mais l'éclat dans les yeux de ses élèves, la joie qu'ils trouvaient dans la musique. Elle avait créé un sanctuaire pour l'art, un lieu où les rêves étaient nourris et les voix étaient trouvées. Le théâtre municipal, qui fut un jour le théâtre de son humiliation, était maintenant l'épicentre de son triomphe, un phare d'espoir pour la communauté. La présence d'Édouard à ses côtés était une constante, un soutien inébranlable qui lui rappelait l'importance de chaque étape de son parcours. Isabelle, dans un moment de réflexion, s'assit seule sur la scène principale, la même où Raphaël l'avait humiliée. Le piano à queue, maintenant le sien, brillait sous les lumières douces. Elle joua quelques notes, une mélodie douce et contemplative. Il n'y avait plus d'amertume, ni de colère, seulement un profond sentiment de paix et de gratitude. La vengeance émotionnelle qu'elle avait cherchée n'était pas la chute de Raphaël, mais sa propre ascension, sa propre rédemption. Elle s'était prouvé qu'elle était capable de surmonter la douleur, la trahison et l'humiliation, les transformant en force et en but. La vie, réalisa-t-elle, était une symphonie complexe, pleine de hauts et de bas, mais c'était la mélodie qu'elle choisissait de jouer qui définissait sa véritable essence. Par un après-midi ensoleillé, Isabelle organisa un petit récital pour les élèves du programme. La scène, autrefois réservée aux grands noms, était maintenant l'espace pour les premiers pas de jeunes talents. Lucas fut l'un des premiers à se présenter, jouant une pièce simple, mais pleine d'émotion. Isabelle l'observait depuis le public, avec un sourire fier. Il était la preuve vivante que la musique,
lorsqu'elle est nourrie d'amour et de dévouement, peut s'épanouir dans les endroits les plus inattendus. Le public, composé de parents, d'amis et de quelques membres de la communauté musicale, applaudissait chaleureusement chaque prestation, ressentant l'énergie pure et la passion des jeunes artistes. Après le récital, Isabelle monta sur scène pour parler aux élèves et au public. Sa voix, calme et pleine de sagesse, résonna dans le théâtre. Chacun de vous a une mélodie unique en soi. Peu importe ce que la vie vous présente, peu importe combien de fois on essaie de vous faire taire, ne laissez jamais la musique dans vos cœurs s'éteindre. Elle fit une pause, ses yeux parcourant chaque visage dans le public, se fixant un instant sur Lucas. Il y aura des moments de doute, de peur, d'humiliation. Mais c'est dans ces moments que vous devez vous souvenir de la force que vous portez, de la promesse que vous vous êtes faite. La musique est notre voix, notre vérité, notre liberté. Elle s'assit au piano et joua une mélodie qui était la synthèse de son parcours, une chanson d'espoir, de résilience, d'amour pour l'art. Les notes emplirent le théâtre, touchant l'âme de toutes les personnes présentes. C'était une mélodie qui parlait de nouveaux départs, de secondes chances, et qu'il n'est jamais trop tard pour trouver son but et vivre pleinement. Isabelle, les mains sur les touches, se sentait complète. La femme de ménage invisible s'était transformée en une pianiste renommée, une mentor inspirante, une femme qui avait trouvé sa voie, et ce faisant, aidait les autres à trouver les leurs. La mélodie oubliée avait été redécouverte, et maintenant, elle résonnait pour toujours, inspirant des générations. La salle d'Isabelle au théâtre municipal de Nantes, maintenant son bureau et sa salle d'études privée, était le reflet de sa nouvelle vie. Des livres de partitions se mêlaient à des photos de ses élèves, des dessins d'enfants et un cadre spécial avec une vieille photo de son père, souriant à ses côtés, tous deux au piano. Elle y passait des heures, composant de nouvelles mélodies, arrangeant des pièces classiques pour ses élèves et planifiant les prochains concerts. À chaque note qu'elle écrivait, elle sentait la présence de son père, une connexion que la musique avait restaurée. La douleur de la perte existait toujours, mais elle était maintenant tempérée par la joie de savoir que son héritage vivait à travers elle, et qu'elle honorait la promesse d'une manière beaucoup plus profonde qu'elle ne l'avait imaginée. L'impact du programme d'Isabelle sur la communauté était indéniable. Des enfants et des adolescents qui n'avaient auparavant pas accès à l'art trouvaient maintenant un refuge, un but, une voie. Beaucoup d'entre eux, inspirés par l'histoire d'Isabelle, voyaient en elle non seulement une professeure, mais un modèle de dépassement. Lucas, en particulier, s'épanouissait sous sa tutelle. Il apprenait non seulement à jouer avec maîtrise, mais développait également une sensibilité musicale rare, capable d'émouvoir tout le monde. Isabelle voyait en lui la promesse d'un avenir brillant, et la certitude que la graine qu'elle avait plantée germait en terre fertile. À chaque présentation des élèves, Isabelle ressentait une immense fierté, une satisfaction qui surpassait tout applaudissement personnel. La relation d'Isabelle avec Édouard, le maestro, s'était approfondie en une amitié et un partenariat inestimables. Il était son confident, son conseiller, et ensemble, ils rêvaient d'étendre le programme, portant la musique à encore plus de jeunes. Édouard, qui avait été témoin de la chute et de l'ascension d'Isabelle, voyait en elle l'incarnation du véritable art, celui qui naît de la passion, de la résilience et de la capacité à transformer la douleur en beauté. Il l'encourageait à continuer à composer, à explorer sa propre voie musicale, et Isabelle, peu à peu, commençait à s'aventurer dans la création de ses propres pièces, des mélodies qui racontaient sa propre histoire de renaissance. Lors d'une interview pour une émission de télévision locale, Isabelle fut interrogée sur ce qui l'avait motivée à revenir à la musique après tant d'années de silence et d'humiliation. Elle sourit, ses yeux brillants d'une sagesse durement acquise. La vie nous impose des pauses, nous teste, nous fait tomber. Mais la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais d'avoir le courage de se relever, de secouer la poussière et de recommencer. La musique a été ma voix quand je n'avais pas de mots, ma lumière quand tout était obscurité. Et la leçon la plus importante que j'ai apprise est qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver qui l'on est vraiment, pour honorer ses promesses et pour trouver son but. Ces mots résonnèrent, inspirant des milliers de personnes qui regardaient chez elle, montrant que son histoire était l'histoire de beaucoup. L'histoire d'Isabelle devint un phare pour ceux qui se sentaient invisibles, pour ceux qui avaient abandonné leurs rêves, pour ceux qui portaient le poids de l'humiliation. Elle prouva que la vraie victoire n'est pas la défaite de l'autre, mais son propre dépassement, la capacité à transformer la douleur en art, la faiblesse en force. La vengeance la plus douce,
découvrit-elle, était son propre bonheur, la réalisation de son potentiel, et la capacité d'utiliser son expérience pour éclairer le chemin des autres. Le théâtre municipal de Nantes, qui fut un jour le théâtre de sa honte, était maintenant le temple de sa rédemption, un lieu où la mélodie oubliée avait été redécouverte et où de nouveaux rêves étaient accordés. Chaque matin, Isabelle arrivait au théâtre, l'odeur de bois et de poussière, autrefois un rappel de son ancienne vie, maintenant un arôme familier et accueillant. Elle marchait dans les couloirs, non plus comme la femme de ménage invisible, mais comme la pianiste, la professeure, la mentor. Ses pas étaient fermes, sa posture droite, et dans ses yeux, il y avait la sérénité de celle qui avait trouvé sa place dans le monde. Elle s'asseyait au piano, et la musique coulait, pure et vraie, une mélodie qui célébrait la vie, la résilience et le pouvoir transformateur de l'art. La mélodie oubliée avait été redécouverte, et maintenant, elle résonnait pour toujours, inspirant des générations à ne jamais abandonner leurs propres chansons.